Alors, bonjour Philippe, je suis vraiment ravie que vous ayez accepté mon invitation. Donc, comme vous le savez, le sujet, c'est comment trouver l'équilibre dans un monde en déséquilibre. Et vous avez récemment sorti un livre sur l'éloge de l'inattendu. Donc, je trouvais que c'était un beau titre pour parler de ce sujet. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, mais bonjour. Bonjour Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Philippe Gabillier. Je suis psychologue social. Je suis professeur dans une école de management parisienne qui est l'ESCP, une des plus vieilles, la plus vieille école de management du monde, dit le Guinness Book des records. Et voilà, j'interviens essentiellement sur tout ce qui est la, on va dire presque la mise en mouvement ou la dynamisation ou la remise en énergie des ressources humaines, quelles qu'elles soient. Donc sur les aspects, on va dire, les plus positifs du management, ou qu'on tente de rendre les plus positifs du management. Et c'est à ce titre-là que j'ai été amené au fil des années à creuser différents sujets autour de l'optimisme, autour de l'audace dans l'action, autour de la confiance. Et puis donc là, récemment, comme vous avez dit, autour de l'inattendu. Très bien. Donc, comment ça vous est venu l'idée justement de l'inattendu? Ben, l'idée, en fait, moi j'avais, dans le cadre de séminaires que j'organisais depuis toujours, hein, enfin, oui, depuis vraiment très très longtemps, j'ai un cours de prospective, donc dans lequel on travaillait sur les scénarios du futur, l'anticipation, mais pas uniquement d'ailleurs au niveau de l'entreprise, hein, aussi dans la vie, les gens, comment est-ce que je me prépare à l'avenir, jusqu'à quel point l'avenir est une source d'anxiété. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui a quand même, qui survalorise, l'anticipation, la prévision, etc. On se rend bien compte que il y a quelque chose dans l'attente, voilà, l'attente des mystères et des surprises de l'avenir. C'est une attitude qui va être parfois considérée comme étant irresponsable, dangereuse. Ça renvoie d'ailleurs aussi au lien qu'on entretient avec le risque, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui, pour la majorité des gens, vit dans une espèce de détestation, qu'on le veuille ou non, du risque. Et le risque serait réservé à des êtres d'exception ou à certains créateurs, ou etc. Mais globalement, voilà, l'inattendu, lorsque l'inattendu arrive, lorsque l'imprévu arrive, le premier réflexe souvent est de se dire mais comment se fait-il qu'on n'ait pas prévu, quoi. Donc ça veut dire que s'il y a de l'inattendu, s'il y a de l'imprévu, ça veut donc dire que quelqu'un a peut-être fait une erreur quelque part. Il y a eu une erreur de prévision, il y a eu un déficit d'anticipation, et on le voit à chaque fois. Sous-entendu, il y a une espèce d'idée incroyable derrière qui serait qu'il serait peut-être possible, alors c'est pas avec quoi, avec de l'intelligence artificielle, à pouvoir vraiment anticiper vraiment ce qui va se passer. Alors en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas, puisque la caractéristique du futur, c'est qu'en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a jamais existé. Personne n'a jamais été voir demain matin. Donc, par définition, demain, que ce soit demain matin, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe, le statut en fait de l'avenir, du futur, est toujours un statut d'inconnaissable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des hypothèses dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inventer des points de repère qui vont nous permettre justement de continuer à avancer en attendant que l'inattendu se présente. Ben, à l'ère de la modernité, si vous voulez, on a des outils d'hommes et de femmes de la modernité qu'on a probablement d'ailleurs tous les deux, et qui sont typiquement de nos outils de gestion du présent en attendant l'inattendu. C'est notre agenda électronique, papier, etc., qui est quand même qui se veut un outil aussi d'anticipation, et puis même la planification sous toutes ses formes. La planification, c'est-à-dire la caractéristique, la capacité qu'on va avoir à transformer un avenir en étapes. Bon. Mais bien évidemment, toute personne qui a fait un plan, un plan d'action, un plan de financement, un plan est une fiction, et une fiction qui va presque toujours, pour ne pas dire toujours, être bousculée par le réel. Et le réel qui vient bousculer le plan, ça porte un nom, ça s'appelle l'aléa. Et d'ailleurs, de là à dire que, moi je dis souvent, sous forme de boutade, mais la plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme vous avez prévu. Parce que, ben oui, parce que par définition, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, cet inattendu, la question va être de dire, quel est le vrai problème? Est-ce que la vraie question, c'est de tenter de limiter l'inattendu? Ça, c'est
Alors, certains pensent que c'est jouable, entre autres grâce peut-être aux nouvelles technologies dans le futur, mais est-ce que c'est vraiment très raisonnable? Il y a matière à discussion. En revanche, on pourrait se dire, est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de nous entraîner ou de nous préparer à des inattendus dont, par définition, on ignore tout, mais à être dans un espèce d'état, à la fois d'ailleurs dans un espèce d'état personnel, et puis avoir créé les conditions autour de nous pour que cet inattendu, quel qu'il soit, n'arrive pas n'importe où. N'arrive pas. Je prends souvent l'exemple je prends l'exemple du Airbnb. Je dis voilà, vous avez un Airbnb, vous montez un Airbnb, vous n'avez pas la moindre idée de qui va venir chez vous. Vous ne savez pas. Mais ce n'est pas une raison. Vous avez quand même préparé la table, préparé la cuisine, préparé la chambre au mieux. Et là, voilà, c'est au moins que ce que l'on peut en partie contrôler, qu'on le contrôle bien, puisque ce qui est intéressant dans l'inattendu, c'est ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'une fois que l'inattendu est arrivé, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, la seule chose qui compte dans l'inattendu, c'est l'inattendu en tant que matière première d'autre chose, dans tous les cas de figure. Et ça, même si des fois, ça peut être dramatique. Hein. Vous avez des inattendus tragiques, mais qui ont permis à des gens de changer des choses dans leur vie et ils en ont fait quelque chose. Donc, et d'ailleurs, bien évidemment, ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est l'inattendu est très, très corrélé à la notion de chance et de malchance pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en gros, l'inattendu, quel qu'il soit, si j'en ai fait quelque chose de formidable, on va dire j'ai eu de la chance, comme si le chanceux était un grand recycleur ou une grande recycleuse d'inattendu. Et si par hasard cet inattendu, même positif, au bout du compte s'est révélé être porteur de difficultés, dire, tu n'as pas eu de chance. Hein. Quand je pense que tu avais gagné au loto, hein, incroyable ça, hein, et puis que 3 ans après, tu es surendetté, c'est incroyable quand même. Hein, tu n'as pas eu de bol quand même. Et donc, on se rend compte que cette notion même, elle va bouger. Alors, comment est-ce qu'on peut se réconcilier dans le fond? C'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec l'inattendu? Ça veut dire quoi? Alors, bon, déjà, je pense que la première chose, c'est, puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait, bon, au moins qu'aujourd'hui, je sois assez clair sur mon présent. Et j'allais presque dire, presque même aussi que je sois à peu près clair sur mon passé. Bon, pour moi, ça paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais la première question à se poser en matière d'inattendu, c'est plutôt où est-ce que tu es aujourd'hui, comment tu y es arrivé, et voilà, comment tu t'es amené là aujourd'hui, et dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, là où on se parle, quels ont été tes grands inattendus à toi dans ta vie? C'est-à-dire que, dans le fond, quelle a été ton expérience à toi d'inattendu? Vous avez beaucoup de gens qui vous diront, ben moi, de toute façon, moi, les inattendus dans ma vie, ça a surtout été des rencontres. Hein. Là, j'ai eu des rencontres inattendues. D'autres diront, ben non, 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 moi, en gros, j'ai toujours été à peu près avec les mêmes gens autour de moi. J'ai pas eu d'autres. En revanche, des fois, les événements m'ont pris par surprise quand même. On ne sait pas. Bon, si ça se trouve, on a les uns et les autres on a une façon d'être qui va nous conduire à être plutôt attracteurs d'un certain type d'inattendu. Enfin, à partir de là, puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait, je peux quand même au moins clarifier moi, mes propres hypothèses à moi. Moi, par exemple, moi, si je me projette dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, déjà dans ma tête, quand même, je suis assez clair sur ce que, à mon avis, ce qui ne va pas bouger dans mes projets. Voilà, ça, je n'ai pas envie que ça bouge, je veux que ça reste. Je sais aussi qu'il y a des choses qui vont changer à coup sûr, ne serait-ce que parce que le temps passe. Dans 5 ans, j'aurai 5 ans de plus. Dans 10 ans, j'aurai 10 ans de plus. Puis mes proches aussi. Enfin, j'ai des points de repère. Ces points de repère sont des hypothèses, plus ou moins lourdes. Mais on le voit bien. Il y a des mouvements de fond. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'approche de l'âge de la retraite. Ma charge de travail en tant que prof, c'est une tendance, elle est en train de baisser. Et ma charge de travail en tant que conférencier d'entreprise, qui est mon cœur de business depuis 30 ans, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc, je me rends bien compte que j'ai aussi autour de moi des tendances. Est-ce que ces tendances annoncent obligatoirement l'avenir? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai besoin comme ça de points de repère au quotidien. Et ce qui est très intéressant dans l'interrogation sur l'inattendu, c'est de se dire qu'elle nous force quasiment à nous interroger en permanence sur nos marges de manœuvre. Voilà. Quand bien même tout ça m'arriverait, et imaginons qu'il y a un énorme pépin qui m'arrive, qui remet en question absolument tous mes hypothèses aujourd'hui, la seule question, il n'y en a pas 25 000, il n'y en a qu'une, c'est qu'est-ce que j'en ferai? Oui. Tout le reste, c'est de la littérature. Alors, ça signifie aussi que c'est un thème qui est très, très en vogue dans les entreprises, mais je pense que dans les vies, c'est un point intéressant. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Se préparer à mener une vie agile.
Oui, parce que les organisations, c'est très bien. Mais voilà, eh ben, quelle est aujourd'hui dans nos propres vies la part que l'on est prêt à laisser à l'improvisation? C'est intéressant l'improvisation, même la notion d'improvisation. Moi, j'adore le théâtre, j'aime beaucoup le spectacle vivant, j'adore les matchs d'improvisation, etc. Et ce qui est étonnant, c'est quoi les règles d'or quand on fait de l'improvisation, par exemple? C'est de prendre tout ce qui arrive, quoi qu'il arrive, comme matière première. Ne jamais chercher à aller contre C'est ça. le mouvement qui est en train d'être donné à une relation, parce que ça va être ça, notre matière première. Se mettre à l'écoute des signes, tester des choses. Si ça ne marche pas, revenir immédiatement en arrière, repartir sur autre chose. Je trouve que l'improvisation, même théâtrale, c'est une très jolie métaphore de ce que pourrait être une agilité existentielle aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà pour moi, c'est un point important. Et puis il y en a un deuxième, auquel on ne pense pas souvent. On pense toujours à l'inattendu que l'on reçoit, les événements, les rencontres, ce qui nous arrive. Mais moi, je pense qu'il y a une magnifique zone d'inattendu, c'est l'inattendu que l'on offre. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien de mieux vis-à-vis de ses amis, de ses parents, de sa famille, devenir soi-même au quotidien un producteur d'inattendus positifs. Être quelqu'un qui va, par son action, créer de l'inattendu pour autrui. C'est grâce à moi, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'auriez jamais connu si je n'en étais pas mêlé. J'ai eu cette idée-là, je dis tiens, il faudrait qu'ils se rencontrent. Je trouve un article tout d'un coup dans une revue, moi personnellement ça ne m'intéresse pas, mais je connais des tas de gens, ça les intéresserait beaucoup. Je scanne, je fais une photo et j'envoie, tiens, tu devrais voir ça. C'est-à-dire que devenir soi-même, je dirais, dans le fond, être soi-même quelqu'un avec qui il est positivement intéressant de vivre ou d'interagir. Et si on veut faire ça, on sera par définition un créateur d'inattendu. De ce point de vue-là, c'est sûr et certain. Donc voilà, à mon avis, comment c'est autour de ces approches-là, je pense que moi, je vais continuer à développer mes réflexions. Puis avec toujours cette idée que c'est dès l'instant où j'ignore totalement, je n'ai aucun moyen, vous voyez, ni intellectuel, ni rien, de savoir de quoi demain sera fait, je suis condamné jusqu'à la fin de mes jours à rester amoureux du lendemain. Voilà. Il me prendra par surprise, probablement, hein, mais voilà, autant. Et c'est vrai, bon, vous savez, moi j'étais beaucoup écrit sur l'optimisme. Il y a des grands débats, surtout dans la société actuelle, il y a des difficultés, tout ça. Un gars qui me dit, mais comment peux-tu être optimiste? Dans un colloque récemment, un jeune philosophe qui me dit, mais enfin Philippe, comment peux-tu rester optimiste dans un monde qui va si mal? Je dis, écoute, bon, déjà, est-ce que tu penses que si je deviens pessimiste, le monde ira mieux? Voilà, si tu ne peux pas me répondre à ça. Et puis surtout, le monde va mal. Moi, je fais partie, je suis rattaché, si vous voulez, intellectuellement, hein, philosophiquement, moi, je suis rattaché à tout ce qu'on appelait les philosophes du tragique. C'est-à-dire des gens qui vous disent, de toute façon, voilà, la vie, elle a un début, un milieu, une fin, et par définition, un jour ou l'autre, je descendrai du train, c'est sûr et certain. Il y a plein de gens déjà que j'aimais qui sont descendus du train. Et tous les gens que j'aime aujourd'hui, eux aussi, j'espère le plus tard possible après moi, ils descendront tous du train et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'aurais réalisé dans ma vie, je dirais repartira au sable du désert. Donc la vie, fondamentalement, si on la regarde froidement, est tragique. Donc la seule alternative, c'est la joie de vivre, permanente. C'est la seule, et faire, essayer de faire sinon du bonheur, en tout cas du bien-être, du mieux-être pour soi-même, pour autrui, pour le monde, H24. Je vois pas, en dehors de ça, je ne vois pas ce qui est vraiment important quoi, hein, dans l'existence. Ben, super, merci Voilà. beaucoup. Ça donne des belles réflexions. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut se focaliser sur ce dont on a le pouvoir finalement. Et il y Ça, a c'est très tellement de simple. choses et tellement quelquefois on lutte contre les événements parce qu'on ne les veut pas dans sa vie, on lutte, on les fuit et on perd une énergie dingue à aller vers des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a surtout cette idée, c'est celle-là qui est la plus difficile pour nous, parce que vous l'avez dit d'ailleurs, on vit dans une société où on cherche à nous faire croire qu'on peut tout contrôler. Or, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et oui, je ne sais pas, mais voilà, le temps qu'il fait, la politique gouvernementale, la façon dont les virus mutent, la croissance mondiale, etc., ce sont des choses qui s'imposent à moi en tant qu'acteur, en tant que sujet. Mettre trop d'énergie
accorder trop d'attention chargée d'émotions, vous voyez, à des choses qui sont totalement de notre contrôle, c'est se condamner au sentiment d'impuissance, voire à la rumination. Puis le problème, c'est que comme notre cerveau n'aime pas beaucoup, le cerveau humain n'aime pas se sentir en impuissance. À un moment ou à un autre, il faut absolument, pour pouvoir survivre, même psychologiquement, je vais être amené, si je ne fais pas gaffe, à transformer ce sentiment d'impuissance en autre chose d'encore plus toxique. Le ressentiment, la recherche de boucs émissaires, etc. Et là, voilà, c'est la raison pour laquelle, je dirais, trop focaliser sur les choses qui nous posent problème et auxquelles on ne peut rien, je dirais, c'est se condamner à perdre en lucidité sur le monde et aussi, in fine, toujours perdre en bienveillance sur le monde et sur les autres. C'est en ce sens que c'est dangereux, absolument. C'était passionnant. Merci beaucoup. Voilà.